On va démarrer, il est 20h01. Vous voulez bien vous installer? Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'on a bien donné un enregistreur à un élu au premier rang? Je ne sais pas si ça va perdurer dans le temps, ça, parce qu'on a un enregistrement vidéo qui peut faire office de. Désigner un secrétaire de séance volontaire en la personne de Pascal Gérardin. Avez-vous reçu et approuvez-vous les comptes rendus du dernier conseil municipal? Je ne vois pas d'intervention, ils sont approuvés. Les pouvoirs, j'en ai 4. Alain Buzyn donne pouvoir à Jérôme Bourdeau, Claire Clermont-Barrière donne pouvoir à Sonia Bellani, Élodie Fournier donne pouvoir à Cyril Josso, et Géraldine Dupuis donne pouvoir à Claire Opinet. Et on attend Sylvain Fourgeot, il y a peut-être un petit peu de retard. Très bien. Avant de commencer, il faut qu'on se parle de quelque chose et de rendre hommage surtout à Dominique Bernard, professeur de lettres, poignardé à mort à l'âge de 57 ans dans l'attentat à Arras ce vendredi 13 octobre par l'un de ses anciens élèves. Ses obsèques se sont tenues jeudi dernier 19 octobre. Sa femme a témoigné. D'une voix tremblante et dans un discours poignant, elle a décrit les petits plaisirs de la vie de son défunt mari. Il aimait la philosophie, le cinéma, l'Italie, l'italien, la Toscane. Il aimait Van Gogh, Matisse, Courbet. Il aimait les glaciers préférés du routard. Il aimait la lumière rasante du soir. Mais il n'aimait pas l'informatique ni les réseaux sociaux. Le téléphone, il n'en avait même pas. Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs. Les cérémonies, il les avait en horreur. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère, sa sœur et bien évidemment son épouse. Il y a 3 ans, nous levions et nous allons nous lever dans quelques instants pour rendre hommage à Samuel Paty, qui a été lui aussi tué dans l'exercice de ses fonctions. La municipalité de Aulnay-sous-Biard, les élus, je sais que les citoyennes et les citoyens ont tous été très affectés et ont témoigné auprès des enseignants toutes leurs marques de sympathie et leur ont confié tout leur engagement à leur côté pour les soutenir dans ces moments difficiles. Ce sont les fondations de la République que l'on touche quand on rentre dans une école et qu'on a ces agissements-là. Les mots parfois nous manquent, ils me manquent un peu ce soir. J'en suis encore ému parce que il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour la vie, mais il n'y a pas de temps pour la mort. Donc je vous demande de vous lever et de respecter un instant d'hommage à Dominique Bernard. Merci. Malgré tout, la vie politique et la vie municipale de Aulnay-sous-Biard continue. Et je passe la parole à Audrey Fayola pour la première délibération concernant une convention unique d'adhésion au centre de gestion de la Vienne. Bonsoir à tous. Je suis désolée, je ne me lèverai pas aujourd'hui.
Alors, la première délibération concerne une convention unique d'adhésion aux missions complémentaires facultatives du Centre de gestion de la Vienne, CDG 86, que je présente dans le cadre de mes missions de président du comité technique. Pardon. Alors, qu'est-ce que le Centre de gestion de la fonction publique ? Il accompagne les collectivités territoriales dans les gestions des ressources humaines en exerçant des missions obligatoires et des missions complémentaires. Dans le cadre de ces missions complémentaires, facultatives qui vous sont présentées dans la délibération, je ne vais pas toutes les lire, mais bon, il y a l'accompagnement au recrutement, la paix, la retraite, l'archivage. Toutes ces missions peuvent être sollicitées par la municipalité de Villeuil-sous-Biard sous une demande. Alors nous l'avions déjà fait concernant les archives. Il y a une personne du centre de gestion qui était venue nous aider pour voir comment on allait organiser les archives. Et en fonction du coup des besoins, les services peuvent se rapprocher de ce centre de gestion pour aide et conseil. Pour simplifier la tâche aux municipalités, toutes ces missions complémentaires ont été rassemblées dans une convention unique que l'on vous propose de signer aujourd'hui pour que la municipalité et les agents, quand ils en ont besoin, peuvent y avoir accès et demander de l'aide. Alors j'ai appelé Monsieur Ibars en début de semaine. On ne demande pas de l'aide pour toutes les actions. Il n'y en a que quelques-unes qui ont été sollicitées actuellement. Et il faut savoir aussi, on l'avait vu en juin 2023, que nous avons fait une convention également pour la médecine préventive qui, elle, est une mesure encore plus spécifique. Donc, je vous propose, dans cette délibération, de signer cette convention unique qui prendra effet le 1er janvier 2024 pour 2 ans, oui, jusqu'au 31 décembre 2026. Y a-t-il des remarques ? Bien, je vous remercie. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Donc, nous signons la convention unique pour une aide aux missions complémentaires facultatives du CDG 86. Deuxième délibération, création d'un poste d'animatrice petite enfance à temps non complet. Bonsoir. Donc, il s'agit de délibérer sur la création d'un poste pour les besoins de la crèche. Donc, à temps non complet au 28-35e. En fait, il s'agit de prolonger le contrat de Flavie qui travaille déjà à la crèche. Donc, elle est déjà dans les équipes depuis un petit moment. Donc, de prolonger son contrat pour une durée d'1 an. Est-ce que vous avez des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Puisque j'ai le micro, j'en profite juste pour remercier l'ensemble des équipes de la petite enfance, parce qu'on parle souvent des équipes de la jeunesse, mais moins de celles qui s'occupent des tout-petits, sur l'ensemble du territoire, parce qu'elles ont œuvré pour mener avec succès la 3e édition de la matinée de la petite enfance. Je remercie tous les élus qui sont passés nous voir. On a accueilli plus de 250 personnes sur la matinée. C'était à nouveau un beau succès. On a eu la météo avec nous, donc c'était hyper chouette, plein de sourires, et une édition vraiment très très belle. Voilà. Merci Hélène et félicitations pour ce travail. 3e, 4e et 5e délibération. Je passe le micro à Delphine Girard pour des subventions exceptionnelles pour les associations. Alors, donc, la première délib, ça va concerner l'association Symphonie. Donc, il faut savoir qu'en début d'année, ils ont demandé une subvention d'un peu plus de 7 500 €. En commission, on a statué sur 6 800. Alors, il faut savoir que cette subvention, elle est calculée par rapport à l'effectif, au nombre de personnes sur la commune. Et à ce nombre s'applique un coefficient. Et finalement, ce barème, il n'a pas été modifié depuis 2019. Et en fait, c'est une convention qui nous lie avec Symphonie et d'autres communes, Fontaine, Biard, Croutelle et Biruge. Donc, au mois de mai, M. Joubert nous a adressé un courrier demandant à recevoir la régularisation des 7
750 et quelques euros. Et en commission, nous avons accepté à l'unanimité de verser ce reliquat. 743. Voilà. Des questions? Claire? C'est fait exprès. C'est celui-là. Celui-là. Bonsoir à tous. Donc bien sûr, nous allons voter pour cette subvention et les suivantes. Cela va dans le sens de nos interventions précédentes, notamment lors de la Commission générale des finances, lors du débat d'orientation budgétaire et lors du vote du budget le 29 mars 2023. Nous vous avions alerté en effet sur le fait que les subventions retenues pour certaines associations n'étaient pas à la hauteur des attentes et surtout à la hauteur des engagements contractuels de la municipalité. C'est le cas notamment de Symphonie, ce que tu viens de dire, Delphine, qui bénéficie d'une convention de financement entre le département de la Vienne et les communes signataires Béruges, Biard et Fontaine, et Vouneuil bien sûr. Ce n'est donc pas une subvention exceptionnelle qui est votée ce soir, mais un complément de subvention conforme aux engagements. Il nous était demandé lors d'un précédent conseil. D'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Quatrième délibération, ce sera pour l'association Vouneuil-sur-Planche. Alors, notre association théâtrale de la commune voulait fêter dignement les 20 ans d'existence de l'association. Et pour cela, ils nous ont fait la demande d'une subvention pour récompenser finalement leur public par un petit cadeau à la fin des spectacles et puis d'assurer le cocktail. Il faut savoir que cette association n'a pas demandé de subvention depuis de nombreuses années. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Et après, il s'agira de la subvention pour l'UNC. Alors, l'UNC a fait une demande pour faire face en fait au déficit du camp américain qui a eu lieu au mois de juin, les 17 et 18 juin dernier. Le déficit est d'un peu plus de 900 €. Et donc ils avaient estimé à peu près 1000 visiteurs. Il faut savoir que les entrées étaient payantes. Et le fait qu'il y ait 1000 visiteurs au moment de la demande de la manifestation auprès de la préfecture, la présence de la Croix-Rouge était obligatoire. Et cette présence, elle n'est pas gratuite, ça représente 560 € pour 8 heures sur place. Et finalement, ils n'ont eu que 372 entrées. Donc voilà, quand ils nous ont sollicité pour la demande d'aide, finalement sur les 965 € de déficit, la commission a accepté de couvrir les frais de la Croix-Rouge, donc de 560 €. Voilà. Des questions par rapport à ça? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Merci. Moi, je voudrais parler au nom de l'équipe majoritaire et revenir sur ce qui a été dit par Claire Popinet. Sur la subvention exceptionnelle ou pas, on peut s'attarder sur les mots, sur un mot, c'est pas l'esprit. L'esprit, je vais vous réexpliquer ce qui avait été dit à l'époque. C'est que ce qui était exceptionnel, c'était les conditions dans lesquelles nous avons fabriqué un budget, eu égard à une guerre et aux portes de l'Europe, eu égard à l'augmentation, la flambée des prix de toutes sortes, coût de la matière première, du manque ou de la flambée des prix aussi des énergies. Et ce qu'on a fait à l'époque, je l'avais dit et je le redis avec l'équipe et avec les services, proposer un budget était un exploit, je me
pèse mes mots, un budget qui permet de laisser des marges de manœuvre à Bonneuil-sous-Biard pour de l'investissement dans des conditions qui étaient exceptionnelles. Par ailleurs, j'ajoute que le président de l'association, M. Joubert, je l'avais eu à ce moment-là au téléphone, c'était convenu entre nous. C'était convenu que, et c'est pas seulement lui, c'est que bien d'autres associations de Bonneuil-sous-Biard ont fait un effort à l'époque conséquent sur leur budget. On leur a dit, ils ont su nous faire confiance, et on prouve ce soir que nous sommes dignes de confiance, c'est qu'on avait bloqué une enveloppe supplémentaire de 10 000 euros, ou 11 000 euros, pour si on arrivait à boucler les fins de mois, comme on dit dans les ménages, mais plutôt la fin d'année et les fins de budget, les queues de budget dans une municipalité, on avait les moyens nécessaires de venir quand même les aider. On a d'autres associations, on en a qui sont membres ici ce soir, notamment, qui ont eu des événements, qui font de l'événementiel, avec une moins bonne fréquentation. C'est le cas pour le camp américain, c'est peut-être le cas pour Aucambois. Il y a plein d'associations qui subissent des remous tout au long de l'année et qui ont besoin de l'aide de la municipalité. Par cette délibération, la municipalité prouve qu'elle est digne de confiance, qu'elle est présente et qu'elle a même anticipé le besoin. Donc, on peut, dans le premier cas du budget, donner à tort et à travers sans prévoir la fin d'année. C'est pas la gestion qu'on a choisie. On a choisi de faire une gestion prudente en ayant de côté une enveloppe nécessaire pour répondre aux besoins. Je voulais que ce soit précisé. Délibération suivante, je passe le micro à Guillaume Robin pour un avenant à la Convention sur le mécénat Sorégie. Bonsoir. Donc, il est demandé dans cette délibération au conseil municipal de donner la possibilité au maire de signer la convention avec Sorégie pour la pose et la dépose des décorations de Noël pour la période 2023-2024. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Ah, Jean-Luc, je ne l'ai pas vu. Je ne participerai pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci. Alors, je vais passer le micro à Sonia Benani pour un sujet qui est important pour l'avenir de la commune. Hervé Carré, pardon. Justement, excuse-moi, avant que cette délibération ne démarre, parce que celle-ci et la suivante sont quand même importantes. Oui. Non pas que les autres ne soient pas, mais celles-là sont posées. J'ai une petite remarque sur la délib, sur la création de postes. Je me demande si de laisser le titre accroissement temporaire d'activité, avec ce qui nous a été dit, c'est bien une bonne délib. C'est peut-être une bonne remarque, je ne sais pas, un peu tardive. Oui, je sais bien. Tu pouvais réagir plus vite. Je sais bien. Mais on va y regarder, oui. C'est lié à l'activité de la structure et pour pérenniser les postes une fois qu'on en est sûr, quoi, selon les effectifs et selon les temps qui sont à côté, sachant qu'il y a beaucoup de temps à compter. C'est le caractère temporaire. Ouais, mais si tu regardes la suite de la délib, c'est du 30... Oui. Tu vois, c'est sur un an en fait. Ouais. Et on l'a déjà fait souvent. Mais bon, la remarque sera prise en compte. Est prise en compte. La prochaine fois, c'est au moment de la délib. Merci. Alors, comme tu l'as dit, Hervé, on va entamer un débat présenté par Sonia Benani qui est... Alors, faut pas non plus prendre des mots trop graves. C'est important et engageant pour les suites de la municipalité, la suite de la vie de Bonneuil-sous-Biard au sein de l'intercommunalité. Mais on va en parler et en débattre. Ce sont des orientations, je voudrais dire, philosophiques et qui donnent donc des orientations comme on peut en avoir dans des débats d'orientation budgétaire, qui donnent un cadre, une direction. Je te laisse le présenter. Merci, bonsoir à tous. Donc l'idée c'est donc de pouvoir débattre aujourd'hui sur les orientations générales du plan d'aménagement du PADD, développement durable. Du PLUI, donc plan local d'urbanisme intercommunal. Donc il y a plein d'acronymes au cours de cette délibération. Donc j'ai essayé de vous la simplifier. Donc en 2021, GP40 a décidé donc de lancer une démarche d'élaboration d'un nouveau PLUI suite à son passage de 13 à 40 communes.
Donc pour mémoire, hein, le PLUI, c'est un plan local d'urbanisme intercommunal, donc pour les 40 communes, qui fixe donc les règles d'aménagement et de construction pour les 10 ans à venir. Donc il devrait être approuvé, si tout se passe bien, entre 2025 ou 2026. Ce PLUI doit être compatible avec un certain nombre de règles à plusieurs échelles. Donc il y a une échelle nationale avec un certain nombre de lois. Alors il y a la loi SRU, il y a la loi climat et résilience, enfin, il y a un certain nombre de lois. Il y a également donc des compatibilités à l'échelle régionale, à l'échelle aussi du bassin de vie avec le SCOT, hein, le schéma de cohérence territoriale, qui a été approuvé en 2021, qui fixe également aussi un certain nombre d'orientations et de cohérence à l'échelle de ce bassin de vie. Et enfin, donc le PLH, hein, le plan local de l'habitat, et le PACT, le plan climat plus CAET, excusez-moi, le plan climat, air, énergie et territoire, qui ont été approuvés tous les deux en 2019. Donc ce PLUI, donc qui découle et qui doit être compatible avec toutes ces échelles que je vous ai citées, comprend un document cadre qui s'appelle donc son petit nom, c'est le PADD. Donc ce PADD définit donc la stratégie et la politique d'aménagement, d'urbanisme et du niveau d'équipement et également l'environnement à horizon donc 2035. Donc c'est ce que je vous disais donc dans 10 ans. Il s'appuie donc sur un diagnostic du territoire à l'échelle de GP40, hein, donc diagnostic que ce soit au niveau environnemental, au niveau économique, au niveau des déplacements, au niveau du paysage, etc. Et donc a fait l'objet donc de concertation des différents acteurs du territoire. Ces concertations ont donné lieu donc à 4 axes et 16 orientations que vous retrouvez donc dans le document qui est annexé à la présente délibération et qui ont fait l'objet donc d'un débat en conseil communautaire fin septembre, donc le 29 septembre exactement, et doit être débattu ce soir. Et une fois actées, ces orientations donc seront le guide pour la poursuite de donc l'écriture de ce PADD qui donc je vous rappelle constitue un des socles du futur plan local d'urbanisme. Si vous souhaitez, on peut vous citer hein, les 4 axes et 16 orientations, à moins que vous ayez des questions. C'est le débat ou c'est juste des questions? Ah bah c'est parti. Comme Sonia l'a dit, le PADD, c'est le socle politique des futurs PLUI de notre territoire. Donc, tous les choix de mobilité, d'habitation, sociale, tram bleu, tram vert, et j'en passe, tous seront issus du PADD, donc du projet d'aménagement et de développement durable. Ce n'est donc qu'une retranscription des choix politiques des élus du Grand Poitiers, des territoires des 40, après 2025 ou 2026. En résumé, s'il n'y avait qu'un seul document stratégique, ce serait celui-ci, cette mandature-là, c'est le PLU et le PLUI. Donc notre question est la suivante, c'est quelle sera votre position sur le futur PLUI pour la commune de Vouneuil-sous-Gard? Quels seront les intérêts que vous allez défendre et par quel biais? C'est pas l'objet du débat. Moi, je veux bien te répondre. Au niveau du PADD, vous avez défini des axes. Donc quels sont un peu les axes que vous allez définir sur la commune? Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, on a un vrai débat. Ouais. On a un vrai débat, puis qui va s'installer longtemps, t'inquiète pas, je suis prêt, parce que la question de rendre indépendante et isoler Vouneuil-sous-Gard dans une intercommunalité, déjà, elle n'existe pas. Déjà. Ensuite, on est là ce soir pour débattre d'un sujet, tu veux nous faire parler d'un autre. Le débat qui est intéressant ce soir d'avoir, enfin moi je dirais plutôt un débat des amendements, des améliorations, des actes de progrès, une démarche d'amélioration continue pour faire progresser le PADD qui, lui, aura une influence à terme, à moyen terme, dans les 3 à 4 années, comme tu l'as dit, 2025, on espère, fin 2025, signer ce PLUI, en fonction des grandes orientations. Donc là, le but, c'est de commenter les 4 grands axes du PADD, qui sont Grand Poitiers, territoire engagé pour l'accueil et la solidarité,
Grand Poitiers, territoire engagé pour la préservation et la valorisation de ses ressources et richesses. Grand Poitiers, territoire engagé pour la cohésion et l'équilibre. Et enfin, Grand Poitiers, territoire engagé pour une sobriété et une prospérité durable. On est loin de se poser la question de savoir si tel terrain ou pas va être constructible. Ah, mais c'est pas du tout la question. On est loin de savoir quelle est simplement la place de Vouneuil-sous-Biard au sein du futur PLUI. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais en début de mandat, on a obtenu, parce que c'était une forme de petite victoire, la possibilité d'être une des 4 communes test pour la construction du PLUI au sein de Grand Poitiers. Ce qui fait qu'on est suivi rue après rue, maison après maison, chemin après chemin. Donc tout ça, c'est en cours de construction. Et répondre à une question comme tu l'as posée, c'est-à-dire quelle est la position de Vouneuil-sous-Biard immédiatement ce soir, c'est simplement pas possible de te répondre. La volonté de Vouneuil-sous-Biard, par mon intermédiaire en tout cas, si je peux te répondre, avec prudence, parce qu'on verra dans 3 ans comment ça va être rédigé tout cela, c'est de placer Vouneuil-sous-Biard en tout cas à l'intérieur de ces grands axes qui sont des axes d'orientation, on peut dire philosophiques, au sein d'une communauté urbaine, dans le cadre de la loi zéro artificialisation nette, de laquelle tu voudras peut-être parler tout à l'heure. Donc, en tout cas, moi je peux t'en parler, on peut en parler longtemps. Mais là, ça fait déjà le débat. Donc c'est un élément de réponse. Non, mais c'est pas dévier le débat, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit tous les axes qui ont été définis dans le PADD, il y a quand même des éléments qui ressortent. Il n'y a pas de surprise dans le sens où il y a beaucoup de schémas, comme disait Sonia, qui sont repris au niveau départemental, qui sont repris dans le cadre du PADD. Néanmoins, il y a des choses quand même qui ressortent. La première, c'est au niveau des éléments patrimoniaux. Voilà. Les éléments patrimoniaux aujourd'hui, les zonages, c'est plutôt une demande en fait. Il y a même pas de, c'est vraiment un débat, c'est de faire évoluer le débat. C'est dans le sens où aujourd'hui, il faut être attentif, notamment au niveau secteur sauvegardé, puisqu'aujourd'hui les zones patrimoniales de Vouneuil sont calquées sur un zonage allégé du plan de sauvegarde de Poitiers et qui grèvent fortement en fait nos habitants de règles qui sont trop drastiques par rapport au PSMV, et ça a été remonté par Hervé, par moi lors du précédent mandat, puisque le PLU devait être fait sous le précédent mandat. Et en fait, nous on demande juste d'être attentifs à ça, parce que c'est un élément fort pour nos habitants, et c'est de défendre aussi les habitants par rapport à des règles patrimoniales lourdes qui pourraient être imposées sur Vouneuil et qui le sont déjà, pour alléger et permettre aux habitants de pouvoir rénover leurs habitations sans pour autant en fait partir sur des rénovations ou des ventes. C'est juste ça. C'est plutôt, alors tu vois, il n'y a pas du tout de, c'est quand même des axes derrière qui sortent déjà, et l'élément patrimonial fait partie d'un des axes en disant que désormais, en fait, on devrait avoir aussi l'aspect patrimonial sur les futures habitations. Alors je sais plus comment c'est tourné, hein, mais en gros c'est ça. Moi, je te demande juste d'être attentif à ça, parce que c'est vrai que c'est un problème sur Vouneuil. C'était pas que la seule commune qui était concernée par ça. Et le principe de rénovation d'habitat avec l'ANA, enfin, voilà, il y a plein d'abréviations hein, avec l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, etc., fait qu'aujourd'hui, un propriétaire privé ne peut plus défendre ses intérêts de la même manière qu'avant. Donc, en gros, c'est être juste vigilant sur ce point-là. Il n'y avait pas du tout, tu vois, alors, pas du tout, hein. C'est savoir quels sont les axes d'intérêt que vous allez défendre. Est-ce que ce sera donc les zones patrimoniales? Parce que on parle de ça à ce moment-là. On parle pas d'autre chose, hein. Et le deuxième point, c'est la densification. Donc, c'est sûr que quand les gens vont vendre leur maison parce qu'ils ne pourront pas la rénover, c'est une question qui se pose au niveau de toutes les communes de France. Hein. C'est la conséquence, c'est une modification forte de l'espace urbain qui va être avec la loi ZAN ou la loi ALUR, donc la zéro artificialisation nette ou la loi ALUR, qui fait qu'aujourd'hui, le territoire qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas le même avec le futur PLU. C'est tout. Aujourd'hui, on a beau dire, tu dis à juste titre que c'est la base pour plus tard. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le PADD, c'est la réflexion philosophique, c'est-à-dire les axes vers lesquels Grand Poitiers, se tournera pour arriver à rendre terrain constructif, parce que la finalité, c'est ça. C'est quel va être le zonage par la suite. C'est une conclusion du dessin du PADD. Ça reste, le zonage reste un élément du PLU, hein. Sauf erreur de ma part, c'est un document qui est en plus opposable. Et voilà. Mais sur le principe, la demande que moi je fais, enfin que nous faisons, en fait, c'est juste, donc déjà le côté attentif sur le côté patrimonial. Le deuxième, c'est comment vous allez expliquer, parce que les formes urbaines que nous connaissons aujourd'hui ne seront pas les mêmes par la suite. Donc la loi ZAN, je vais pas embêter les gens par rapport à ça. Néanmoins, et je l'ai dit en commission, j'étais la seule à le dire en commission, moi je suis assez inquiète.
de voir un projet d'aménagement et de développement durable avec une loi ZAN où les décrets d'application aujourd'hui ne sont pas tous votés, mais en plus, ils sont souvent sujets à être devant le juge administratif parce qu'à chaque fois, c'est le juge qui statue pour savoir si tout continue, on est dans la loi ZAN ou pas. Donc c'est très compliqué. Et je l'ai dit en commission d'urbanisme, hein, non, voilà, tu vois, j'ai été très claire par rapport à ça. Donc oui, les formes d'habitat aujourd'hui vont changer avec cette loi-là. Il y aura une densification ou une rénovation ou des requalifications ou des extensions justifiées. De toute façon, c'est ce qui parle. Donc la question est juste comment vous allez vous positionner dans ce contexte général. Il n'y avait pas de jugement de valeur de ma part. Et le dernier, c'est que en plus, en dehors de ces formes qui vont changer, il y a la loi ALUR qui est toujours active. Et qui a démontré qu'en définitive, les terrains qui sont à urbaniser, et sur Vouneuil, il y en a beaucoup. Il y a Décathlon, il y a en face de l'école de Jacques Cousteau, il y a les Bournalias, qui sont en zone AU, et qui, elles, s'ils n'ont pas de projet pendant 7 ans, se verront en fait reclassées en zone agricole ou naturelle, s'il n'y a pas de projet. Donc, ça veut dire que le PLU que les habitants connaissent aujourd'hui n'est pas le même PLU que nous allons rencontrer dans les années futures. Donc en fait, c'était plus, tu vois, un travail de fond à savoir comment vont être gérées ces questions-là au travers du PADD. C'est le but du PADD, c'est de débattre. Et la question que moi je voulais vous poser, c'était éventuellement ce PLU va pouvoir durer sur plusieurs mandatures, en l'occurrence le dernier 2012-2023, donc c'est plus de 10 ans. Savoir si c'est possible de créer en fait, et nous on aimerait bien être associés à un groupe de travail plus spécifique sur ces documents-là. Pour voir si on peut travailler avec la majorité sur ça. Tu vois, c'était pas du tout... voilà. Et c'est vraiment pour défendre les intérêts des Benoît, parce que derrière, on est bien d'accord. Aujourd'hui, ce qui intéresse l'habitant, c'est pas de savoir s'il y a la loi ZAN, s'il y a la loi ALUR, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est savoir si leur terrain est constructible, s'ils peuvent diviser leur parcellaire. C'est les questions qu'on rencontre le plus souvent. Et le problème, c'est que le PADD, donc c'est philosophique. Derrière, il y aura les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, et les OAP ne seront sujets à concertation qu'en 2025. Ça veut dire que le plus gros du PADD se fait actuellement, tu es d'accord avec moi, avant l'enquête publique, et les modifications que pourraient espérer les habitants ne se feront qu'à l'enquête publique. Mais le plus gros sera déjà fait. Donc si on n'arrive pas à bien cadrer ou essayer de tendre vers ça, ça sera compliqué d'expliquer aux habitants que tout compte fait, leur terrain devient constructible ou naturel ou agricole. Voilà, donc nous c'était plutôt, tu vois, une ouverture complète et savoir si on pouvait travailler ensemble. Je vais répondre en 15 points. Merci pour ton intervention. Je voudrais juste, d'abord un point, je t'invite à revoir, le PADD est un élément opposable, oui. Mais aujourd'hui c'est le PSAET qui prend de plus en plus d'ampleur, il est même quasiment au-dessus de tout, c'est le plan climat, air, énergie des territoires. C'est comment faire pour respirer, vivre, boire, manger et se déplacer, se mouvoir. Et voilà, ça c'est extrêmement important de bien se rappeler que le PADD est important, mais que le PSAET est tout autant et qu'il est lui aussi opposable. Et que ce sont deux documents sur lesquels nous travaillons en permanence, Sonia et moi, à Grand Poitiers, pour représenter mon sous-Biarn. On n'arrête pas d'y travailler et c'est normal parce que c'est très engageant pour l'avenir. Alors, on aurait pu avoir, en tout cas, ces éléments que tu me donnes ou ces opinions d'une réponse que vous auriez pu d'ailleurs nous donner depuis le 6 juillet, même le 28 juin, paraît-il, parce qu'on a envoyé des demandes suite à la demande de Grand Poitiers, pour vos remarques, pour le débat de ce soir. Nous n'en avons pas eu, je le note. Alors, ce qui m'a fait réagir au démarrage de ton intervention, c'est comment allez-vous vous positionner? Moi, c'est ça qui m'a fait réagir, c'est que c'est pas comment nous, la majorité, on va se positionner. C'est que là, pour une fois, il va falloir, pour une fois, on l'a déjà fait auparavant, mais comme tu le dis à la fin de ton intervention, c'est qu'il faut qu'on le fasse tous ensemble. Là, il n'y a pas de t'es de mon équipe, t'es pas de mon équipe. C'est dans l'intérêt de vous sous-bien. Donc moi, te répondre comment nous, la majorité, on va se positionner en faisant une synthèse de tout ce qu'attendent les Vouneuilloises et les Vouneuillois. Pour ça, il y a des documents qu'on peut trouver à la mairie. Il y a tout sur Internet. Il y a des commissions à laquelle tu appartiens, que ce soit à la commission urbaine de Vouneuil ou de Grand Poitiers. Là, tu as eu l'occasion, tu le fais ce soir, de te prononcer un peu sur le PADD. C'est une forme de participation au débat. Il y en aura peut-être d'autres.
Et sachant que c'est pas ce soir simplement que tout se joue, mais c'est ce soir que le débat commence. Le PADD, c'est un document qui va être vivant pendant les 2 ou les 3 prochaines années. Tu te posais la question de savoir quelles seront les formes urbaines de demain. Et ben, puisque c'est un document vivant, il sera amendé dans ce sens. Il va poursuivre. En fait, un PADD, il est jamais totalement fini. Il est voté une fois pour donner des grandes orientations pour pouvoir décliner conjointement avec le PCAET un futur plan local d'urbanisme intercommunal. Mais tu vois, on l'a fait voter, on n'était même pas élu, en 2019, le précédent. Il oriente les débats d'aujourd'hui pour le futur PLUI. En fait, tout ça étant emmêlé, enchevêtré, la réflexion est permanente. On est dans une démarche d'amélioration continue. Par contre, si nous, on s'oppose au sein de Vouneuil-sous-Biard, je vois même pas sur quoi, on peut avoir des choix différents sur où mettons un champ photovoltaïque, où mettons... mais si tu me poses la question de savoir s'il faut préserver le patrimoine de Vouneuil-sous-Biard, évidemment... non, c'est pas préserver, c'est... Non mais, je t'ai pas interrompu, tu pourras y revenir, il n'y a pas de problème, c'est un débat. Et donc... ces questions-là, elles font consensus, j'espère l'unanimité, sur des choses qui sont évidentes pour tout le monde. Ce qui est important, c'est plutôt de donner une orientation sur ce qu'elle sera Grand Poitiers. Nous, il faut qu'on pousse pour notre commune, et ça, les habitants, t'inquiète pas, ils le font en nous écrivant, et on transmet chaque demande. On a repris celle de la précédente mandature, on avait une liste qu'on agrémente et qu'on envoie en permanence à Grand Poitiers. Chaque demande de chaque citoyenne, chaque citoyen est prise en compte. Arrive dans les services de Grand Poitiers, l'urbanisme, et elle est traitée ensuite avec une philosophie générale qu'on détermine ici. Il y a ensuite la période de l'enquête publique sur le PADD qui va aussi permettre aux gens d'amender et de faire leurs demandes. Moi, je considère que ma maison, là, ça doit être constructif parce que, ah oui, mais il y a des informations suivant tous les schémas dont on a parlé tout à l'heure, vous savez, tous ces acronymes, qui ont des informations, qui vous apportent des informations contradictoires. Il y a des gens qui attendent depuis une trentaine d'années que le terrain juste à côté du leur devienne constructif, peut-être pour gagner un peu d'argent, peut-être pour faire une maison pour le fiston. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, et que les lois type ZAN, climat et résilience, ces lois-là, elles donnent des orientations qui sont notamment le fait de densifier, j'aime pas du tout le terme de surdensifier, on densifie ou pas, mais densifier, c'est-à-dire remplir d'abord les cœurs de village avant de faire de l'étalement urbain. Ben ça, c'est de l'orientation globale philosophique qui a été, avant les lois d'orientation foncière de 1965, ensuite les lois SRU, ensuite les Grenelles de l'environnement, 2010, 2011, tout ça, c'est en fait la France réfléchit de façon collective, ensemble, pas les uns contre les autres, pour faire en sorte que l'urbanisation soit maîtrisée, contrôlée en fonction de la transition énergétique, du changement climatique, des besoins de mobilité. On se balade plus comme on le faisait avant. Et comment peut-on faire pour avoir des services immédiats? On n'a pas parlé du SCOT, mais c'est le schéma de cohérence territoriale qui aussi a une réflexion entre Poitiers, Châtellerault, Loudun, Chauvigny, pour faire en sorte que le département de la Vienne ne soit pas concentré uniquement sur Châtellerault et sur Poitiers. Donc toutes ces réflexions-là, elles sont longues, et c'est pas ma décision, c'est pas la décision d'une équipe, c'est une réflexion collective des 195 000 habitants de Grand Poitiers, dont tu fais partie, et je t'invite évidemment à continuer d'amender, de participer à toutes les commissions que tu peux, d'écrire à Grand Poitiers en tant que citoyenne ou en tant qu'élu, d'interpeller le maire sur un sujet si tu le souhaites, par écrit, et puis sinon on peut réfléchir à un groupe de travail supplémentaire, mais tu sais, tu peux te joindre à nous à Grand Poitiers parce que tous les élus, d'ailleurs je vous le redis à vous toutes et vous tous, tous les élus US et UES de Vouneuil-sous-Biard sont en permanence invités dans les commissions. J'y ai vu, je crois, il y a quelques temps. Jean-Luc Hellman est toujours présent en visio ou physiquement à la mienne. Donc vous pouvez venir sans arrêt donner votre avis en tant qu'élu. Faut pas nous attendre tout le temps. Vous pouvez nous demander les heures, etc. de rendez-vous. Mais en tant qu'élu, vous êtes parfaitement normalement informé. Vous pouvez chercher l'information. Il y aura une synthèse, je le souhaite, et de toute façon on va le faire en sorte, une synthèse pour que chacun y trouve
du mieux que possible son compte, parce que c'est impliquant. Mais nous sommes soumis à des plans départementaux, régionaux avec le SRADET, et aux lois climat et résilience notamment, et zéro artificialisation nette. Donc pour jouer notre place là-dedans, jouer des coudes, c'est pas évident, mais on y travaille tous les jours, et voilà. Alors, juste pour conclure, hein, alors c'était pas du tout une position quoi que ce soit, ou une position de principe. Le PADD, je le connais très bien, et oui, il a évolué par rapport à ce 2019. Nous, ce qu'on voulait juste savoir, c'est comment on pourra travailler ensemble et faire attention à ces points de vigilance, notamment les formes d'habitat qui vont changer. Voilà. C'est juste par rapport à ça, et le PADD actuellement fait référence à ces éléments-là. Et juste pour revenir sur un point, j'ai fait remonter, moi, des demandes, pour commencer. Et je l'ai fait. J'ai même répondu à Sonia que pendant 15 jours en juillet, je ne pouvais pas répondre, c'était un peu trop court. J'ai fait remonter mes demandes, et donc par rapport à ça, je suis assez claire. J'ai pas attendu le conseil municipal. Moi, ce sont des questions que on a vues rapidement avec Sonia sur l'application de la loi ZAN sur le futur PLU. Voilà, c'est juste un document stratégique, et on souhaite juste être associé. Donc, s'il n'y a pas de groupe spécifique, ça ne nous gêne pas, mais peut-être d'avoir d'avoir juste une présentation éventuellement. On l'avait fait sous l'ancien mandat. C'est juste c'est de voir aussi toutes les demandes. Vous avez pitié. Oui, c'est de voir aussi la présentation des futures demandes, de voir comment vous pensez aussi votre future commune. C'est important aussi de savoir l'évolution. Vous pouvez déjà vous êtes déjà posé les questions. Ça serait utopique de dire que vous l'avez pas fait. Donc la question, c'est comment y être associé et voir un peu comment vous voyez le futur venir sous bien. Parce que c'est quand même si c'est un projet concerté, et ça je suis d'accord avec toi, ça reste quand même un projet de choix politique. Alors, juste pour compléter, alors, déjà, premièrement, pour le futur de Boulogne-sur-Bière, on avait quand même fait tout un travail, hein, souvenez-vous, avec le CAE, avec la CEP, hein, tout un travail de diagnostic et donc effectivement de prospective. On continue à le faire à la lueur de ces orientations. Comme le disait Monsieur le maire, aujourd'hui c'est le début du débat. Donc pour information, effectivement, j'ai eu ton information que j'ai remontée à Grand Poitiers la semaine dernière. En revanche, effectivement, on n'était pas complètement dans le timing, mais ils nous ont dit que ça n'avait pas d'incidence, hein, et que c'était quelque chose qu'ils notaient, et qu'effectivement, ils étaient comme tout le monde. On est en attente de ces décrets d'application, donc il n'y a pas de sujet. Je voulais aussi souligner un sujet sur le patrimoine, donc on y est effectivement très attentif, hein, on travaille justement avec une association qui est très active sur le sujet, mais il y a aussi des fois en patrimoine où on peut, par exemple, moi j'ai eu une personne qui voulait installer des panneaux solaires et qui se trouvait donc dans un périmètre sauvegardé, et des bâtiments pas toujours très donc effectivement ça c'est des sujets qu'on remonte régulièrement. Comme le disait aussi Monsieur le maire, on remonte toutes les demandes, elles ont été redemandées, on a refait partir des courriers à tous ceux qui avaient demandé pour qu'ils reconfirment leur demande d'évolution, de constructibilité de leur sujet. Donc on fait pas mal de choses. Je pense aussi qu'en commission, on partage comme pas mal de documents, mais on peut aller encore plus loin, bien évidemment. Après, voilà, je refaire encore un groupe de travail spécifique, mais je pense que la proposition de Monsieur le maire est plutôt très très intéressante. En tout cas, vous êtes tous invités et on est preneurs. On est aussi commune pilote, donc n'hésitez pas. C'est énormément de réunions, donc il y a pas de souci pour que vous puissiez être. En tout cas, vous êtes conviés sans problème. Oui. On n'aura pas effectivement la prétention de remettre en cause des orientations qui ont fait l'objet de travaux de la part d'élus du conseil de développement. Donc d'autant que ça rejoint un bon nombre d'axes de travail qui étaient ceux que nous avions dans le cas des élections, vous-même identifiés, hein, donc on peut les rappeler, hein. Accueil, solidarité, cohésion, équilibre, préservation, valorisation des ressources et richesses, sobriété, prospérité durable, donc on retrouve y compris une dimension économique là-dedans. Donc nous, on prend acte de ces orientations. Je regrette, ça rejoint, je pense, un peu ce que je viens d'entendre, le fait qu'on n'ait pas véritablement les moyens pour appréhender finalement
les impacts de ces orientations politiques, on n'a pas forcément la capacité d'appréhender les impacts pour notre commune. Je prends un exemple, effectivement, la question de l'artificialisation des sols, elle est importante. Et cette question-là, la traduction sur notre commune, compte tenu de la pression urbaine, compte tenu des enjeux, notamment, on va le voir tout à l'heure, avec le logement social, et la situation un peu particulière d'ailleurs de Vouneuil-sous-Biard au sein de l'agglomération de Poitiers sur les questions de logements sociaux. Dans ce cadre-là, comment ça peut se traduire? Donc oui, ok, très bien ces orientations, mais la traduction et sa traduction dans les documents, je rejoins ce qui a été dit sur les questions de zonage, à un moment donné, plus que les zonages, c'est aussi toute la partie d'application des réglementaires, c'est des choses qui vont devoir nous éclairer. En tout cas, on prend acte des orientations. Merci. Je ne sais pas si c'est le moment de la conclusion, de la synthèse. Enfin, en tout cas, je veux ajouter que la loi SRU, c'est elle qui pose les conditions. En fait, de tout ce qu'on est en train de vivre, et c'est celle qui a fabriqué l'articulation dans tout un pays pour la bonne exécution des outils en termes d'urbanisme, des outils à utiliser pour construire finalement le dernier échelon qui est celui pour lequel on décide ou non de la constructibilité d'un terrain, qui est le PLUI. Mais dans la loi SRU, il faut se souvenir qu'il y avait 3 volets. Il y avait le volet urbanisme, et il y a toujours, je parle au passé ce que c'est 2000, mais il y a toujours le volet urbanisme. En deux, il y a le volet habitat, et le 3e volet, c'est le volet mobilité. Donc, si on prend en compte ces 3 grands axes aussi, alors là, qui ne sont pas philosophiques, qui sont plutôt très concrets, c'est de faire comprendre au citoyen final, dans ses demandes, que là où il vit, là où elle vit, dans un système dans lequel il doit habiter de façon, dans un habitat social ou pas, mais à terme écologique, c'est ce qu'on retrouve dans le PADD, biosourcé, résilient, bien isolé, contrairement à cette mairie. Comment il fait pour se déplacer et quelles sont les conditions futures de son voisinage. En somme, c'est parce que si on ajoute à ça les commerçants, l'agriculture, les espaces forestiers, les trames vertes et bleues, avec les réserves de biodiversité, tout ça cumulé, on doit faire en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde, pour pas détruire notre planète. Et je terminerai là-dessus, c'est le fait de prendre en compte et la ruralité et l'urbanité, les deux en même temps. Je vous ai endormi. Il y a d'autres remarques? On prend acte du débat qui a eu lieu ce soir sur le PADD. Merci, au-delà de la politique, merci pour vos remarques et le travail futur, parce qu'on va vous inviter à toutes les commissions de Grand Poitiers et on va passer des heures et des heures ensemble dans l'intérêt, dans un même sens, dans l'intérêt des Vouneuilloises et des Vouneuillois. 8e délibération, avis sur le contrat de mixité sociale mutualisant pour la période 2023-2025. Alors, je prends une grande respiration. Hop, allez. Donc, sur les 40 communes de GP40, je vais essayer d'être simple. Donc, on va vous demander votre avis sur le contrat de mixité sociale que vous avez en annexe de la présente délibération. Donc, sur 40 communes, 10 communes de plus de 3500 habitants sont déficitaires en termes de nombre de logements sociaux. Alors, ce nombre est fixé, comme le disait Monsieur le maire, par la loi SRU, et pas que, donc qui fixe à 20% le nombre, alors que Vouneuil-sous-Biard est actuellement à 7,5, au même titre que les 10 autres communes. De plus, nous ne sommes plus éligibles à l'exemption de taxes pour la non-atteinte de cet objectif. Donc, vous l'avez vu lors du précédent conseil municipal, on a fait passer donc une DM pour justement
répondre à la non-réponse de cet objectif. Donc une option pour pouvoir limiter cette taxe consiste à élaborer ce qu'on appelle un contrat de mixité sociale mutualisant les objectifs à atteindre à l'échelle de ces 10 communes. Par exemple, en signant ce présent contrat, on passerait donc d'un objectif de 326 logements sur la période triennale à devoir donc produire, qu'on abaisserait à 89 logements. Sachant qu'aujourd'hui, on a déjà embarqué dans le pipe 56 logements. Donc, vous voyez que cet outil de contrat de mixité sociale est quand même un outil formidable et il est généralisé à l'échelle nationale et donc permet donc à l'échelle de 10 communes de mutualiser la production de logements sociaux. Donc ceux qui en ont plus, ça permet de créer une moyenne et donc de limiter la taxe que l'on devrait avoir derrière. Et donc avant son entrée en vigueur, donc ce contrat doit faire l'objet donc de la présente adoption en conseil municipal, si vous en êtes d'accord, bien évidemment. Ce contrat sera ensuite présenté en conseil communautaire et puis sera du coup, une fois que c'est approuvé donc, dans les 2 conseils, signé donc par les 10 communes, par GP40 et par le préfet de la Vienne. Et donc, à l'issue, ce contrat sera une annexe du plan local de l'habitat, donc comme un engagement donc dans la période triennale à venir. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour tous ces chiffres. Donc finalement, de 99 logements grâce à ce contrat de mixité, 99 c'est bien ça ? 89, 56 qui sont déjà en cours, donc il nous reste 33 pour atteindre l'objectif. Comment il va falloir s'agir, comment allez-vous agir ? Est-ce que ça va être un financement par la commune ? Est-ce que ça va être aider à la construction par d'autres organismes ? Comment vous pouvez répondre éventuellement ou est-ce que ça va peut-être un mix de tous ces éléments-là ? Alors, aujourd'hui, les 56, donc vous avez les 15 logements des 2 Mazet et les 41 logements qui se trouvent donc route de la Torchaise, qui vous ont été présentés à plusieurs reprises. Et vous avez un second projet attenant donc à la route de la Torchaise et à ces 41 logements, qui est en cours d'instruction et qui présenterait une trentaine de logements sociaux. Donc on se rapproche, donc 56 plus 30, ça fait déjà 86. Il en resterait plus que 3, donc on voit l'objectif arriver. Maintenant, c'est pas tout. Dès qu'on nous présente un projet, on essaye, dans la mesure du possible, même si les seuils, souvent, c'est pour plus de 10 lots, le nombre de maisons, on essaye d'inciter. J'ai un exemple en tête de 5 lots dans lequel on a demandé à ce que un des 5 lots soit dédié en logement social. Donc, voilà, on avance petit à petit comme ça. Après, en termes de financement public, vous savez qu'on contribue à chaque fois qu'il y a un projet de logement social, donc on contribue. Et donc l'objectif étant d'éviter cette taxe, donc bien évidemment, tout ce qu'on pourra allouer à la production de logements sociaux pour éviter de payer ces taxes, on le fera. Bien évidemment, on le fera de façon raisonnée et donc concertée. L'idée, c'est pas comme j'ai pu voir quand on parle par exemple du centre-bourg de Pouziou-la-Jarry, l'idée c'est pas de faire que des logements sociaux partout. Voilà. L'idée c'est de pouvoir toujours avoir une certaine mixité et de répondre, je le rappelle encore, un parcours résidentiel des Vouneuillois, c'est-à-dire je démarre dans la vie, je me marie, j'ai des enfants, je me sépare ou pas, et puis je vieillis et j'ai mes petits-enfants, etc. Donc effectivement, à chaque étape de la vie, j'ai besoin d'un logement si je souhaite rester à Vouneuil. Voilà. Merci. Pour notre avis à nous, j'ai juste une question.
tu... Sonia, il faudra que tu m'en rendes compte. Ah, pardon, excuse-moi. Jean-Luc, micro. Désolé, c'est une histoire de micro, pardon. Au départ, on t'écarte. Donc, C'est bon là? Oui. Ce sera juste un avis, mais on a juste une question avant. C'est quelles conséquences auront ces préconisations, puisque ce document il sera valable aussi 10 ans après, parce que c'est marqué noir sur blanc que ce contrat peut perdurer 10 ans, donc au niveau du PLU. Si on n'y arrive pas, et quelles seront les conséquences, vous les connaissez ou pas? Financière. Que financière, on est d'accord. C'est juste la pénalité, on est d'accord. Même par la suite. Et alors, juste un deuxième point, c'est que tu parles donc des 89 logements qui sont pratiquement atteints avec les terrains de Millet, les terrains de la Torchaise et les 15 de Mazet. Seulement, on est bien d'accord que dans ces cas-là, l'immobilière I2A, qui est propriétaire d'un des terrains, ne vendra pas ces terrains sur ActiPark. Parce que s'ils vendent ces logements sociaux sur ActiPark, vous n'êtes plus sur les 89, on est d'accord sur ça? Enfin, oui et non, ça reste quand même 10 ans dans tes critères sociaux. Mais au bout de 10 ans, tu vas avoir une... Voilà. Il y a aussi un débat qu'on pourrait avoir de façon plus large, c'est est-ce que le locataire du logement social qui accède enfin peut-être à une forme d'aisance financière et qui demande à acheter son logement ne le mérite pas finalement. Donc ça fait pas les affaires de la commune, mais je trouve que ça fait l'affaire du citoyen. Non, mais on est d'accord, mais c'est vrai que cette chute pourrait être active dans 10 ans, on est d'accord. Et je suis entièrement d'accord sur le parcours résidentiel, surtout que sur Vouneuil-sous-Biard, le taux de rotation des logements sociaux est très faible. Les gens y restent très régulièrement, il n'y a pas beaucoup d'attributions. Enfin voilà, les gens aiment y rester à Vouneuil-sous-Biard. Sous notre avis, en fait, on a juste une crainte, c'est que le taux de PLAI, donc de personnes qui sont en très grande nécessité, passe à 30% sur une opération. Donc en définitive, ça veut dire qu'il faut absolument les intégrer, et ça veut dire principalement qu'ils ont besoin de pôles multimodaux, donc ou d'équipements publics, parce qu'il faut arriver à centraliser ces personnes-là qui n'ont pas spécialement de véhicules ou de ressources financières nécessaires pour pouvoir se déplacer. Et ça risque, et c'est là où le point de vigilance est là, c'est par la suite, ça risque d'avoir des concentrations de PLAI sur des petits territoires, et il faudra arriver à les intégrer au mieux. Voilà, c'était juste notre petite critique, c'était juste ça, c'est 30%, c'est beaucoup, et ça demande au niveau de la commune de les intégrer très en amont. Oui, mais comme c'est un contrat de mixité sociale, c'est plus dans l'air du temps. Et là, ça me dépasse hein, d'avoir uniquement des PLAI à 30% et de toucher tous les taquets. Non, c'est à ce jour. À ce jour, ça existe déjà, mais c'est vrai qu'on augmente le taux de PLAI, ça demande des efforts plus importants pour la commune pour pouvoir arriver à répondre de manière satisfaisante aux demandeurs de logements sociaux qui ont des besoins plus importants, c'est tout. Et ça, c'est fait en partenariat avec le bailleur social. C'est vu bien en amont aussi pendant la rédaction des compromis et des permis avec les services d'urbanisme. Donc c'est une réflexion collective et effectivement, moi c'est pour ça que j'utilisais le terme de mixité. On est là pour mixer aussi toutes les populations et même celles qui sont le plus en difficulté de pas les mettre toutes au même endroit. Et en tout cas, si on les met toutes au même endroit, là c'est pas vraiment le cas, mais c'est de leur donner un maximum de services publics pour aller à pied à l'école, à pied au commerce, à pied partout en fait, ou en vélo. Voilà, ça risque de les concentrer sur certaines parties du territoire, c'est tout. Mais par rapport à ça, la mixité, c'est du... Alors, par contre, je suis très contente de voir le PLS revenir, parce que le PLS, c'est pratiquement, je crois, c'est 80% de la population de Grand Poitiers qui pourrait être assujettie au PLS, je crois, si je ne me trompe pas, ou 70%, enfin, c'est 80%, c'est ça ? Donc c'est très bien de revoir le PLS qui permet aussi de permettre à des jeunes couples de pouvoir prendre des logements sociaux et de vouloir ça. Le plus souvent les PLS viennent après construire sur la commune, donc c'est très positif. C'est d'autant plus positif que ça concerne 10 millions de Françaises et de Français aujourd'hui qui sont susceptibles ou qui ont déjà un logement social, que le barème commence à 1 800 € net par mois. Qu'il y a donc un réel effort. La loi SRU a été promulguée en 2000. Depuis, il y a 1 900 000 logements qui ont été fabriqués. Il en manque encore 600, il faudrait être à 2,5 millions. Vous voyez que l'effort est encore conséquent. C'est pour ça que par déclinaison, on en arrive à l'échelon municipal et donc intercommunal pour faire en sorte de faire des contrats de mixité qui nous permettent qui nous obligent à bouger sur ce sujet pour fabriquer en France de plus en plus, en tout cas d'atteindre l'objectif de 2 500 000 logements. Et quand on l'aura atteint, c'est comme ce contrat de mixité,
Il faudra repartir à zéro et se trouver un nouvel objectif. C'est comme ça. La loi SRU n'est pas bonne sur ce point-là, on le sait. C'est pour ça qu'on a travaillé tous ensemble, soit enlever les amendes pendant 3 ans avec la suspension d'amende, soit d'arriver à des contrats de mixité parce que la commune est incapable de pouvoir répondre aux 20% de logements sociaux imposés par la loi SRU. Oui, c'est compliqué sur Venay-sous-Biard, mais ce qui nous est demandé, c'est de produire un effort. Et ben nous le faisons. C'était un peu le sens de notre intervention. Le contrat de mixité qui nous est proposé est vraiment quelque chose de très bien. N'en reste pas moins que quand on regarde le déficit de logements sociaux sur notre commune, comparaison des 9 autres communes qui sont citées, le gap est énorme. Enfin, c'est vraiment un déficit sur bon nombre des indicateurs qui sont présentés dans les documents qui ont été joints. Vouneuil a le plus faible taux de logement social, etc. Donc on sent bien qu'il y a quand même une pression sur notre commune. Et ça rejoint un peu, me semble-t-il, le sujet qu'on vient d'aborder tout à l'heure, avec la question de comment on fait dans ce contexte-là pour, au-delà des 89, au-delà des 2 ans, là, sur les 3 ans, pardon, la période que l'on signe là, en termes de perspective pour notre collectivité, comment peut-on faire dans le document d'urbanisme, bien sûr, mais aussi en termes de stratégie pour essayer d'avoir une politique de logement social qui soit relativement ambitieuse, puisque c'est ce qui est demandé, tout en mettant effectivement, en faisant attention à un certain nombre de points. Il a été parlé effectivement de mixité, il y a un programme de 50 logements sociaux, ça commence à faire un programme conséquent malgré tout. Et donc du coup il y a vraiment cet enjeu de mixité qui est important en termes de service aux gens qui occupent. Et donc c'est sur ce point-là on vous invite à effectivement être prudent et en même temps peut-être à travailler dans le document d'urbanisme sur la façon dont on pourrait traduire et répondre à ces obligations. Le logement social, c'est un volet du PLH. Un point d'histoire très récent de Venay-sous-Biard. J'ai inauguré il y a quelques semaines. C'était dans le mois de septembre, je crois, avec IDOM, les logements sociaux des Deux-Mazères réalisés par l'ancienne équipe. C'est rue Carpentier. Il y a, à mon avis, tu pourrais peut-être nous le dire, mais c'était 2017-18, les prémices de la réflexion. 2017-2018, on inaugure en 2023. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure sur l'autre question qu'il faut qu'on le fasse ensemble ou il ne faut pas qu'on le fasse, mais il faut qu'on le fasse intelligemment ensemble. Sur la prospective, je voudrais souligner une contradiction. Pas chez toi, mais dans notre belle France. On nous demande, à terme à 2050, de faire 0 artificialisation nette. Un terrain que je fasse constructible, j'en passe un autre, plus constructible, mais du tout, à jamais. Je l'inscris dans la loi. Et à côté de ça, il faut qu'on produise du logement social neuf sur des terrains qui ne sont plus constructibles, ou en tout cas, comme le disait Cécile Carpentier tout à l'heure, les décrets d'application ne sont pas encore venus. Donc si on réfléchit sur un terrain, tiens, tous ensemble, on va se dire, il reste un terrain là-bas. On va pas dire où, parce qu'après ça va être mal interprété. Un terrain là-bas, très susceptible d'accueillir 150 logements sociaux pour faire plaisir aux chiffres et... Enfin, faire plaisir aux chiffres, parce qu'ils sont nécessaires. Mais on a enfin un terrain, on fait un gros projet tous ensemble. Un an plus tard, un décret d'application, la loi ZAN, arrive et nous interdit de le faire. Donc la prospective est compliquée, et surtout elle est contradictoire. C'est ça l'urbanisme, c'est de comprendre que c'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres, tous ensemble, sur une durée longue. On se parle de 2035, des taquets, je suis un attaqué, c'est de l'engagement maritime, mais des plots à 2050. Donc c'est un temps long. Qu'est-ce qui sera passé d'ici là? Et serons-nous encore élus en 2050? Je suis pas sûr. Chacun fait sa vie et puis le temps passe. Donc il faut réfléchir en fait dans l'intérêt de Vouneuil pour les années qui viennent. Et malgré toutes ces contradictions. Donc on fera au mieux, mais il faut qu'on le fasse ensemble. Sur le critère de logement social, il faut quand même... alors Cécile nous parlait de la dernière fois de la zone 2, enfin de la zone 3, de la zone 2, certes, mais bon, c'est surtout pour moi l'attractivité de Vouneuil qui lui a fait défaut quand on a vu entre chaque recensement
des habitants, du nombre d'habitants de Aulnay-sous-Bière, une augmentation de 10%, systématique, comme Mignaloubova. Systématiquement, on est la commune de la Vienne qui est la plus... celle qui intéresse le plus les gens pour vivre. La preuve en est, comme tu disais, c'est que quand ils sont dans leur logement social à Aulnay-sous-Bière, ils n'en partent plus. Donc, on nous demande des logements sociaux. Une fois qu'ils sont construits comme au Demazet, moi, il y a un monsieur qui m'a dit, il m'a présenté son fils qui veut être professionnel de foot, il m'a dit, on partira jamais de là, monsieur le maire. Jamais. Bon, c'est trop bien. Bon, je suis très content pour vous. Mais moi, je me dis dans ma tête que les prochaines demandes, j'ai encore pas de logement à fournir ou à proposer. Il y en a qui vont arriver, mais vous voyez, c'est un temps long et peut-être qu'un jour, ça sera plus ou pas constructible. On a répondu à toutes les questions. S'il y a encore des remarques. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Donc, dans le cadre de cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Donc, nous émettons un avis favorable pour ce contrat de mixité sociale mutualisant. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la qualité de ces échanges. Jérôme Bourdeau, 9e délibération, expérimentation du compte financier unique. Alors là, je sens que je vais passionner les foules, après ce long débat intéressant. Donc l'idée, c'est que l'État continue de réformer en matière d'urbanisme, mais aussi en matière de compte public. On a adopté, il y a déjà 2 ans, avec un peu d'anticipation, la nouvelle norme comptable M57. Et là maintenant, on vous propose de faire une expérimentation, présentée comme ça c'est plus sympa, mais on propose donc d'expérimenter le compte financier unique. En fait, vous l'avez tous vu lors des débats d'orientation budgétaire et de présentation des comptes, on a des documents qui sont parfois quand même assez illisibles, et donc il y a une réforme qui est en cours, qui va s'imposer à tout le monde à partir de 2025. Nous on a décidé d'anticiper un petit peu, on l'avait déjà fait avec la M57. On refait la même chose grâce aux équipes, et c'est le moment peut-être de souligner que les services administratifs de la commune, non seulement sont bien organisés, efficaces, mais en plus sont toujours preneurs de nos bonnes idées pour leur faire accélérer un peu le mouvement. Donc là, l'idée, eh bien, c'est qu'on vous propose de valider ce choix d'expérimentation avec un peu d'anticipation de la mise en place d'un compte financier unique. Alors en fait, techniquement, les comptes annuels qui vous seront présentés bientôt seront différents, seront plus lisibles, il paraît. Donc voilà, je ne sais pas si on arrivera à rendre les choses plus lisibles pour tout le monde, parce que parfois c'est une matière un peu compliquée. Ils seront faits en ligne, en direct avec le comptable public, ce qui fait qu'il y aura une sorte de communication permanente, ce qui permet à l'État sans doute aussi de nous contrôler, mais ce qui nous permet également d'échanger régulièrement et puis d'automatiser les process. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai rien oublié. Il y aura des nouveaux ratios qui apparaîtront aussi dans ces comptes annuels uniques. Voilà. Donc nous vous proposons de nous permettre d'expérimenter cela dès 2023 avec un peu plus d'1 an d'avance. Voilà. Voilà. Grâce à nos services, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions avant tout? Je suis sûr. Ah, Hervé, je t'en prie. Puisque les comptes sont. La présentation des comptes sera un peu différente, est-ce que malgré tout on aura une grille de lecture pour pouvoir nous y repérer par rapport à... Oui, bien sûr, bien sûr. Il y aura en fait. On aura les mêmes informations qu'avant, mais de manière plus synthétique. Il y aura un bilan patrimonial. Il y aura des taux, par exemple, des taux d'endettement de la commune qui aujourd'hui ne sont pas lisibles directement, qui le seront. Et l'État a beaucoup réfléchi à tout ça. Il y a un vote qui va avoir lieu le 15 novembre, c'est ça, 2023, où l'État devrait valider, parce que ces comptes uniques sont déjà expérimentés, l'État va valider qu'il va le généraliser, si tout va bien, donc le 15 novembre 2023, avec effet 2025. Donc toutes les communes en 2025 devront présenter les comptes 2024 sous ce format-là. Voilà. Autre question, non? Donc qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Merci. 10e et dernière délibération. Oui, Audrey pour
dispositif territoire numérique éducatif. Alors, je vous l'avais déjà présenté quand on a travaillé sur le budget 2023. Le département de la Vienne fait partie des 10 départements qui ont été chefs de file pour être territoire numérique éducatif. Il s'agit d'avoir une approche systémique du numérique éducatif pour favoriser la réussite de tous les élèves, réduire les inégalités sociales et surtout dans notre société qui est en changement à propos du numérique, permettre aux élèves de développer un usage responsable du numérique. Le travail a été effectué au sein des écoles pour que l'on puisse faire un état des lieux. Il y a un audit qui a été réalisé. Et puis, on avait, rappelez-vous, au moment du budget, pressenti 40 000 € sur 3 ans pour équiper toutes les écoles d'un socle numérique de base, c'est-à-dire quelque chose pour projeter, et puis des équipements numériques également en termes d'ordinateurs, de logiciels qui permettent aux élèves de progresser et de vivre dans cette nouvelle société numérique. Alors, vous le voyez sur la deuxième page, les écoles, on a donc suivi ce budget, les écoles ont donné leurs premiers besoins. Il a été dépensé cette année, alors j'ai pas refait le calcul exact, mais à peu près 28 000 €, ce qui est loin des 40 000. Pourquoi cette année il n'a été dépensé que cela? C'est qu'en fait, il y a un cahier des charges, et pour cette première année, seules les écoles maternelles ont pu avoir une dotation en termes d'écran numérique interactif. Pour l'année prochaine, le cahier des charges va évoluer, donc on pourra arriver à cette anticipation budgétaire. En tout cas, ce qu'on vous propose aujourd'hui, alors je suis assez ravie et je profite de cette délibération pour remercier les services techniques, qu'ils soient de Sylvain Ibars, parce qu'on avait demandé, on avait travaillé là-dessus au budget du mois de mars, et on avait demandé pour que les enseignants puissent commencer au mois de septembre, que tout soit réalisé pendant les vacances. Cela était effectivement le cas, donc merci vraiment à vous pour le confort des enseignants. Tout a été installé dans le cadre des demandes. Maintenant, on a un petit souci de de connexion, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matériel et puis les connexions sont pas voilà. Mais ça, on y travaille. Voilà, quand nous sommes allés voir les écoles jeudi, c'est ce qui nous a été remonté, également lors des conseils d'école. Dans cette délibération, on vous demande d'entrer dans le territoire numérique et éducatif, de s'engager dans ce dispositif qui permet aux communes d'avoir une dotation de 70% de l'investissement propre des communes. Alors, ce qui est un gros travail. Je remercie également Ludivine Philippono, parce que c'est un gros travail avec le rectorat de Poitiers pour que cette demande soit validée. Est-ce que vous avez des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour les élèves et leurs enseignants. Merci, vous étiez informé en tant qu'élu des décisions du maire dans sa délégation générale. En investissement des sèchements électriques, il y a des questions, vous m'interrompez. Je ne vois pas de main se lever. Et en fonctionnement, la commande annuelle automnale de plantes d'arbres d'espace suite aux demandes des services dont Fabien, et le consortium coopératif auprès duquel on a acheté des prestations pour le régisseur de la salle R2B, en l'absence, je l'espère, avec son retour bientôt, de Pierre Arouet-Marina. Est-ce qu'il y a des questions? Et il n'y en a pas. On passe maintenant, s'il y a des interventions, des remarques, des choses dont on parle. Le conseil municipal et son règlement intérieur le prévoit. Je vous écoute. Une première question sur l'expérimentation rue de la Gamanderie et rue de Montauban. Nous avons eu connaissance de la décision de la commune de Méozance de mettre en sens unique et dans le sens Gamanderie-Beauvoir le haut de la rue de la Gamanderie, cela en dehors du cadre de la consultation qui associait l'agglomération de Poitiers et la commune de Vouneuil, au mépris des habitants de Beauvoir, qui n'ont pas été associés. Que pensez-vous de cette décision? La décision de Méozance? Alors, il se trouve que je suis maire de Vouneuil-sous-Biard, donc je ne commande pas les décisions de Méozance. Et puis, je comprends ta question, je t'en remercie, mais
on a reçu, je vois qu'il y a des représentants dans la salle du collectif. C'est en cours, donc mon opinion, c'est qu'il faut continuer d'essayer de convaincre tous ceux qui sont à convaincre, d'essayer de travailler au mieux dans l'intérêt aussi des règles d'urbanisme dont on parlait tout à l'heure. Il faut respecter des règles de voirie, de sécurité et des engagements financiers pris par l'une ou l'autre des communes. C'est pas trop flou, je trouve, comme réponse par rapport à ce que j'aurais voulu faire. Autre question? Hervé Carré et Audrey, mais Audrey c'est pour terminer. Ah oui, non, moi c'est pour faire. C'est pour terminer. Ça devant. C'était presque pour terminer. Je voulais profiter de l'occasion pour inviter tout le monde, malheureusement, on ne sera pas sur le terrain, mais à venir voir la finale de la Coupe du Monde samedi à R2. Voilà. Et oui, la finale de la Coupe du Monde de rugby diffusée. On ne sera pas sur le terrain. Mais l'équipe de France ne sera pas sur le terrain, mais vous serez sur le terrain en tant qu'élu et responsable d'association pour assurer un bon service, un bon accueil à toutes les habitantes et les habitants qui le voudront bien, avec les enfants, les jeunes et moins jeunes, colorés en bleu, blanc, rouge. Merci pour le rappel, c'est important. C'est bon? Audrey. Ça tombe bien parce que c'était le... Je vais vous parler du 4 novembre. Donc aujourd'hui, 25 octobre, le colonel en seconde du RICM avec lequel nous nous sommes jumelés est allé nous chercher l'exposition Armistice, dont l'inauguration aura lieu le samedi 4 novembre à 10h à l'espace au centre de loisirs. Cette exposition retrace la Première Guerre mondiale. Messieurs Chéniaud et Pouzet en ont fait leur affaire, vont pouvoir présenter ce travail, cette exposition aux enfants du scolaire et des périscolaires. Les enseignants ont été ravis de cette proposition. Donc cette inauguration aura lieu dans le cadre des mesures Vigipirate. Donc je vous y invite, vous, en tant qu'élus. Elle aura lieu en même temps que la cérémonie de citoyenneté, où les élèves ou les enfants de 18 ans recevront leur carte d'électeur. Toutes les associations, les membres du CCJ ont été invités à cette inauguration. J'ai fait cela pour donner un petit peu de grandeur à cette cérémonie de citoyenneté, donc j'espère que vous y retrouvez. Et j'en profite aussi pour vous inviter au 11 novembre avec un bleuet fabriqué par les élèves du centre de loisirs et l'Union nationale des combattants. Donc la semaine de la rentrée, du 6 au 10 novembre, les enfants fabriqueront des bleuets avec les membres des des combattants. Comme on l'avait fait l'année dernière, cette initiative a été valorisée et j'ai pu rencontrer la secrétaire d'État des anciens combattants qui a valorisé ce projet. D'ailleurs, on lui a promis de lui en envoyer un. Et si vous le souhaitez, je demanderai aux enfants de vous en fournir un, sachant qu'il y a je ne sais pas si vous avez suivi dans un Maire Info, maintenant le port du bleuet pour les élus est devenu très conseillé. Je dirais pas obligatoire, mais c'est très conseillé lors des cérémonies patriotiques. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, l'ordre du jour étant épuisé, je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal le 29 novembre, même salle, à même heure. Merci.